Je sais. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents malgré les circonstances de la grève. Ce matin, on va essayer de parler de communication performante. Et avec les 3 panélistes qui sont sur scène, on va essayer de vous donner des choses simples à faire, simples à comprendre, pour que vous puissiez améliorer fortement votre présence en ligne et devenir beaucoup plus performant et réaliser plus de réservations, forcément. Je vais laisser chacun d'entre eux se présenter. Charles-Antoine, je te laisse te... Non. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Donc Charles-Antoine, plus communément appelé Charlie depuis tout petit. Il n'y a que ma mère qui m'appelle Charles-Antoine quand elle est fâchée contre moi. Je suis le directeur du travel et de la mobilité chez Google France et je gère en gros les grands groupes du type Accor, Club Med, Air France depuis Paris pour le monde entier. À côté de ça, j'ai un deuxième job à temps plein, c'est que je suis père de 3 enfants de 4, 3 et 1 an. Voilà, c'est dur aussi, mais ça fait partie du jeu. Et avant d'être chez Google, je travaillais en agence créative chez BETC, où j'étais en charge du compte Air France. Et avant, chez Ogilvy, qui est une agence créative américaine, pour ceux qui connaissent. Voilà. Une petite remarque en passant, vous avez entendu, il est en charge de travel et mobilité. La convergence est un point super important, les gens ne l'ont pas forcément compris, mais les grands l'ont compris, en tout cas les grandes boîtes l'ont compris. Merci. Julien ? Alors, Julien le chat, donc je suis désolé, je suis enrhumé, j'ai un chat dans la gorge, voilà. Donc j'espère que ce sera quand même compréhensible et pas trop zozotant. En gros, c'est tout pareil que Charles-Antoine. Je travaille chez Meta, donc Meta c'est le groupe qui contient les applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Je suis en charge du travel pour la France, donc, et notamment sur l'hospitalité, donc avec des groupes comme Accor, comme Louvre-Hôtel, comme Club Med, Pierre et Vacances, Disneyland Paris, et aussi d'un acteur foot comme The Fork. J'ai aussi 3 enfants. Et voilà, donc je suis ravi d'être ici. Merci Julien. Et pardon, oui, et avant je suis chez Meta depuis 4 ans, et avant j'ai travaillé une vingtaine d'années chez Air France, chez qui j'ai eu le plaisir d'être accompagné par Charles-Antoine. Ah, c'est pour ça que vous vous connaissez, que vous pouvez passer des heures ensemble. Exactement. Ok, on comprend tout. Louisa ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Louisa Hassen, je suis la fondatrice de Malou. Et Malou, on est une solution qui aide les restaurants d'hôtel aussi beaucoup, à mieux gérer leur visibilité en ligne pour acquérir plus de clients. Et qu'est-ce que tu as fait avant ? Je suis désolée, je suis un peu plus jeune, j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai travaillé 6 mois dans un groupe d'assurance à New York et voilà, j'ai lancé Malou assez vite après la fin de mes études. C'est bien. Oui, c'est bien. Alors hier, sur une table ronde, j'ai eu quelqu'un qui est passé de étudiant à patron, direct. C'est pas mal ça. Louisa, on va attaquer tout de suite ta présentation. C'est le petit bouton si tu veux. Ah, merci. Juste pour comprendre un petit peu qui est présent avec nous sur la conférence, combien d'entre vous sont restaurateurs ? Ok. Et combien d'entre vous sont... Coucou le groupe Bertrand. Combien d'entre vous sont hôteliers ? Ok. Je vous expliquerai Malou un petit peu plus tard. On fait beaucoup de restauration, mais tout ce que je vais dire vaut pour l'hôtel. Et il y a beaucoup d'établissements avec lesquels on a commencé sur le restaurant de l'hôtel, qu'on a fini par accompagner sur l'hôtel également. Donc les chiffres sont valables pour l'hôtel. Aujourd'hui, à peu près 9 Français sur 10, quand ils recherchent un restaurant ou un hôtel, l'hôtel, je pense qu'on est plutôt presque sur 10 sur 10, vont rechercher sur Internet. Et en fait, ils vont avoir 2 manières de chercher. Soit ils vont rechercher par besoin. Exemple, je sais que je veux un restaurant italien dans tel quartier. Je sais que je cherche le Marriott le plus proche de tel quartier. Non, pas le Marriott, justement. Je cherche un établissement spécifique dans une zone géographique définie. Ou bien, je vais dans un lieu de destination. Je sais que je suis abonné Marriott ou que je veux aller chez Big Mama. Et là, je vais chercher directement le nom de l'enseigne chez qui je veux aller consommer. Dans les 2 cas, ça va se passer sur Internet. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être à la fois visible et attractif sur toutes les plateformes que nos clients potentiels vont utiliser pour rechercher. Il y a évidemment Google, il peut y avoir TripAdvisor de Fort quand on est un restaurant,
ou un hôtel. Il peut y avoir Booking quand on est un hôtel. Et de plus en plus, les réseaux sociaux aussi, qui par le passé ont beaucoup contribué à créer des lieux de destination, des marques fortes. De plus en plus, sur Instagram maintenant, je ne sais pas si vous avez repéré, on a la petite Maps. On peut rechercher par localisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut, 1, être visible et 2, être attractif. Pour toucher les gens qui recherchent par besoin, il faut travailler ce qu'on appelle son référencement local. Est-ce que vous savez ce qu'est le référencement local ? Quelqu'un ? Une petite main, s'il vous plaît. Le référencement naturel ? Je vais vous expliquer, ça pourra vous servir. Quand on est un établissement physique et qu'on veut travailler son référencement, c'est plus intéressant de travailler son référencement local que le référencement naturel de son site web. Local, ça veut dire qu'il y a une adresse, donc un code postal, un numéro de téléphone, un établissement. Quand je recherche un établissement, là j'ai mis l'exemple sur Burger Paris 12, j'aurais pu mettre hôtel Côte d'Azur, Marseille ou peu importe. Je vais chercher sur Google. Ce que je vais avoir en haut, c'est les ads, ça veut dire les premiers liens des sites qui ont payé pour être en haut. Ensuite, je vais avoir la Maps de Google, parce que Google a compris que je cherchais un établissement dans un environnement géographique. Et ensuite, je vais avoir une série de liens. Et quand on regarde bien les premiers liens, on va toujours avoir ou des agrégateurs ou des médias. Donc Booking, beaucoup, ou TripAdvisor pour les hôtels, De Fork, Le Bonbon, Figaro pour les restaurants. Et donc ce que ça veut dire, c'est que travailler le référencement de son site web, ça veut dire essayer de faire concurrence à des URL de Booking ou TripAdvisor. Bonne chance. C'est pas que c'est impossible, mais en fait ça va coûter tellement cher que c'est pas du tout rentable d'essayer de mener cette bataille pour le référencement de son site web. En revanche, si on travaille son référencement local, donc de l'établissement, ici on va être entre la map de Google que vous voyez et le premier URL ici de, je crois que c'est TripAdvisor. Et là, qui est-ce qu'on voit dans cet espace-là ? On voit 3 établissements. Et faire la concurrence avec des établissements, c'est beaucoup plus jouable qu'essayer de rivaliser contre un URL de TripAdvisor ou de Booking. Donc c'est ça qui est important, travailler son référencement local avant même son site web. Et quand on regarde bien sur les fiches Google, si on arrive à bien remonter en haut et qu'on a une photo plutôt jolie et de bonnes notes, les boutons de conversion qui vont permettre de convertir le client, parmi ceux-là, il va avoir le site web, appeler, itinéraire, et de plus en plus, on voit les boutons comme commander, réserver. Et pour être sûr que les gens cliquent sur ces boutons pour devenir nos clients, il faut être assez attractif. Donc c'est pas trop, en réalité, ça sert à rien d'apparaître en top 3 si on affiche en 3,5 comme note. Parce que les gens, ils vont nous voir, super, personne ne va cliquer. Donc c'est vraiment important de travailler main dans la main, à la fois son référencement et sa e-réputation, pour que remonter en haut, ça s'enchaîne par la conversion de clients. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut collecter des avis clients. Il y a plein de méthodes qui existent, mais il faut vraiment collecter des avis clients publics. C'est très bien de demander du feedback à ses clients. Ça vaut 2 fois plus quand ce feedback il est en ligne. Et ensuite, ces avis clients, il faut y répondre avec des méthodes, glisser des mots-clés, c'est pas mal. Et puis surtout, il faut les analyser pour comprendre ce qu'on fait bien, ce que nos clients adorent et ce que nos clients aiment moins, pour pouvoir améliorer ses opérations. Et pour devenir un lieu de destination, on va travailler davantage sur les réseaux sociaux. Je te donnerai la main juste après. Quelques clés pour comment réussir sur les réseaux sociaux. D'abord, il faut savoir comment on veut parler, comment on parle par rapport à la marque qu'on possède, par rapport aux clients qu'on veut aller viser. Qu'est-ce que marche sur cette audience ? Que font nos concurrents qui fonctionnent bien et qui créent de l'engouement sur les réseaux sociaux ? Il faut produire du contenu de qualité, qu'on soit un restaurant ou un hôtel. Si on a 100 000 abonnés mais qu'on a des contenus très laids qui ne sont pas du tout attractifs, pas sûr que ça donne envie aux gens de venir chez nous. Il faut également, dans le format des contenus qu'on va partager, alterner. La photo, de la vidéo, des carousels, utiliser tout ce que les plateformes comme Instagram mettent à notre disposition pour créer du contenu un peu dynamique et alléchant. Il faut jouer le jeu des algorithmes, donc à la fois sur la fréquence de publication et sur les hashtags à utiliser, qui sont en fait les mots-clés des réseaux sociaux. Important aussi de partager des stories régulières. Est-ce que tout le monde sait ce que sont les stories ? Oui.
Donc c'est ces contenus éphémères qui durent 24 heures, mais qui n'ont pas besoin d'être professionnels pour le coup, ceux-là. Si vous faites des stories assez laides, mais qu'on sent qu'il y a une patte et que c'est authentique, aucun souci. Et bien penser, très important, à répondre à tout le monde sur ces réseaux sociaux. Donc autant sur les avis, il faut répondre sur Google, TripAdvisor, The Fork, sur toutes les plateformes. Autant sur les réseaux sociaux, il faut répondre à la fois aux commentaires que les gens vont prendre le temps de nous laisser et aux messages privés. Est-ce que vous avez des questions à la fois sur le référencement, la réputation ou les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez? Ouais, ok, on va très bien. Et bon, on parlera de Malou un peu plus tard, c'est pas trop l'objet de... Juste, on est au centre des 12, donc si vous avez des questions pour creuser, on est juste à l'entrée du salon. Merci Malou. Quelques questions justement. Est-ce que tout le monde a pris possession de sa page Google My Business? Est-ce que tout le monde a pris possession de sa page TripAdvisor? Je vois pas beaucoup de mains se lever. Hein. Est-ce que je peux? Est-ce que tout le monde met bien à jour ces informations? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tous les mêmes horaires sur Google, TripAdvisor et Facebook par exemple? Ouais, ça, c'est juste un petit détail. Le fait de ne pas mettre à jour ces informations, par exemple, ça peut paraître anodin. Si on a une demi-heure d'écart sur les horaires du dimanche, par exemple, on peut se dire, bon, c'est pas très important, une demi-heure le dimanche, ça va pas changer la donne. En revanche, c'est assez pour que, notamment Google, estime que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal à remonter en haut des résultats de recherche si vous n'affichez pas des informations cohérentes sur toutes les plateformes sur lesquelles vous existez. Merci. Charles-Antoine, je crois que tu as des chiffres à partager sur ce qui se passe. Oui, bah, je vais remonter un peu le fil. Déjà, se dire qu'on est sorti maintenant d'une crise qui a été quand même compliquée et structurelle. La bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, on a vu ces dernières années et on continue à voir maintenant des explosions sur toutes les requêtes autour du voyage, de la mobilité, de l'hôtellerie et de la restauration. Ça va de réserver un billet d'avion jusqu'à last minute deal pour un hôtel. Tout ça est toujours en croissance. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait un peu peur qu'avec l'inflation et tout ce qui se passe, ça commence un peu à s'écraser. Et en fait, les choses continuent et dans le bon sens. Un chiffre qui est intéressant et qui vient d'une étude qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. En fait, on a des gens qui, malgré l'inflation, 38% de la population loisir, enfin des utilisateurs loisirs voyage, sont aujourd'hui prêts à faire le voyage de leur vie. Ça veut dire que même si les prix ont augmenté, que ce soit l'aviation, l'hôtellerie ou autre, les gens sont encore là ont encore de l'argent et vont prioriser leurs dépenses pour aller sur le voyage. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le secteur et l'industrie. Donc ça, c'est le premier point. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les comportements ont un peu évolué. Il y a des comportements, et Louisa en parlait, qui est que le digital était déjà présent, il continue à l'être dans le process de préparation du voyage, dans le voyage en lui-même. Ce qui est amusant, c'est qu'on a le même chiffre pour les voyageurs loisirs au niveau global, c'est que le digital a influencer à un moment le parcours de réservation et le voyage pour 90% des voyageurs loisirs dans le monde. Donc ça va avec ton chiffre, au moins on est cohérent, c'est pas mal. En revanche, là où il y a une évolution, on va dire pré-Covid, post-Covid, c'est qu'aujourd'hui, la préparation de ce voyage est de plus en plus longue. Une de nos études aujourd'hui nous montre que, en gros, si on considère que le voyage et la préparation du voyage, c'est une base 100, aujourd'hui, on a 77% du temps qui est passé à préparer le voyage, contre 23% pour le voyage en lui-même et le post-voyage. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens sont devenus beaucoup plus pointilleux dans la préparation du voyage, beaucoup plus pointilleux parce que, pour plein de raisons. Un, l'augmentation des prix fait que les gens en fait veulent ce qu'on appelle value for money. Donc en gros, ils veulent entre guillemets avoir une bonne expérience par rapport à l'argent qu'ils mettent dedans. Donc ils vont le préparer pour que le voyage en lui-même soit le plus simple, facile et qu'en fait ils puissent profiter complètement de l'expérience. Donc ça, c'est quand même un point qui est non négligeable. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut être capable et là je reviens sur le sujet de la communication,
Il faut être capable en fait, de travailler la présence de vos hôtels, de vos restaurants, et s'il y a d'autres acteurs voyagent dans la salle, il faut préparer et être visible de la meilleure manière possible. C'est-à-dire qu'avant même de communiquer, juste le fait d'être visible est extrêmement important. Donc là, je rejoins Louisa sur le fait que comme le digital, c'est influence 90% des voyageurs loisirs, il est extrêmement important pour un hôtel, pour un restaurant ou pour quelconque acteur du voyage de commencer par être présent. Et effectivement, sur nos plateformes Google, donc juste, je resitue en 2 secondes, hein, Google, c'est 8 plateformes à plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et en France, si je prends YouTube par exemple, c'est 40 millions d'utilisateurs par mois. Donc c'est quand même un bassin potentiel à adresser qui est assez important. Et donc, pour revenir sur le point, effectivement, il faut être présent en ligne aujourd'hui. Et pour être présent en ligne, le premier step, ce que relevait Louisa, c'est d'avoir votre fiche Google Business Profile à jour. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre juste, effectivement, qu'il y ait une recherche locale, de remonter. Je ne rentrerai pas dans le débat versus les comparateurs et autres, mais c'est quelque chose qui est important pour juste être visible. C'est tellement important que nous, on s'est associé avec Atout France pendant un moment, là, pendant les 3 dernières années, pour former beaucoup d'ateliers via nos ateliers numériques sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en région, à contacter les ateliers numériques Google. Ils pourront vous aider sur ce point-là. Et pourquoi c'est important? C'est que être présent via Google Business Profile, ça vous permet d'émerger. Là où ça va être encore plus important, et je vais rejoindre Louisa à nouveau, c'est que plus vous allez mettre des informations, des photos, les horaires, un descriptif, tous les services que vous offrez, plus vous allez mieux remonter et plus vous allez être cliqué. On sait, nous, aujourd'hui, que en gros, quasi 30% des gens vont avoir plus d'intérêt à cliquer sur une fiche bien remplie, bien détaillée, pour pouvoir ensuite convertir derrière. Donc c'est vraiment quelque chose. Avant la communication, la présence est le point clé. Donc j'espère que effectivement tout le monde a sa fiche Google Business Profile à jour, parce que c'est quelque chose de clé. Le deuxième point pourquoi c'est clé, c'est que, et là je suis désolé, que pour les hôteliers, mais c'est quand votre fiche Google Business Profile sera à jour, on a, nous, des outils qu'on appelle les hôtels Free Booking Link, qui en fait, quand quelqu'un cherche un hôtel, si votre fiche est à jour et que vous branchez derrière vos flux, vos inventaires sur Google de manière organique, c'est-à-dire gratuite, vous allez pouvoir remonter aussi et pouvoir, entre guillemets, avoir des bookings gratuits apportés par Google. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour moi, ça, c'est juste des basiques. C'est-à-dire je suis pas une boîte philanthropique, hein, on va pas tourner autour du pot. Mais là, en tout cas, on parle que d'organique. Google Business Profile et Free Booking Link pour les hôteliers, c'est quelque chose de gratuit et c'est quelque chose, si vous voulez commencer avant de communiquer à juste être présent, il faut absolument que vous soyez à jour. Alors, effectivement, Louisa peut vous accompagner pour aller plus loin, parce que nous ne le faisons pas, c'est pas notre core job. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler Louisa à l'issue de cette conférence pour vous aider sur cette démarche-là. J'ajouterais même qu'une fiche bien complétée amène plus facilement à déposer un avis aussi pour un consommateur. Tout à fait, mais là où je rejoindrai Louisa, je pense que c'est un travail qui est pendant l'expérience et post-expérience, où il faut vraiment travailler la demande auprès de vos clients pour qu'ils vous donnent des avis. Parce que généralement, on le sait, à part certaines personnes un peu compliquées à gérer, généralement quand vous envoyez post-expérience une demande à un utilisateur pour qu'il remplisse un avis, cet avis a beaucoup plus de chances d'être positif. Et donc c'est quelque chose qui est nécessaire à travailler. Donc voilà, mais pour moi ça c'est vraiment la partie, le basique, qui n'est même pas la communication, qui est juste la présence en ligne. Parce que je rappelle, 90% des acheteurs voyage ont été influencés par un point digital. Donc c'est vraiment, ne vous posez pas de questions, s'il y a un truc à faire, c'est commencer par ça. Merci beaucoup. Louisa, tu voulais poursuivre? J'ai juste une petite question. Ceux qui ont des fiches Google aujourd'hui, combien ont déjà demandé à un client de leur laisser un avis public? Ok. Et comment est-ce que vous l'aviez demandé? Est-ce que c'était plus pendant l'expérience, enfin à la fin de l'expérience en présence, ou est-ce que c'était une sollicitation plutôt email ou SMS? Les deux? Et les autres? Les deux aussi? Qu'est-ce qui marchait le plus? Pareil? Sur place? Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé à vous de laisser un avis en tant que client après un passage au restaurant ou à l'hôtel sur place?
Est-ce que vous l'aviez fait ou pas? En fait, quand on laisse si moi demain je viens dans un de vos établissements, que je passe un super moment et qu'on me demande de laisser un avis client sur Google, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir, taper le nom de l'établissement sur Google, 2, cliquer sur la fiche, 3, cliquer sur les avis clients, 4, cliquer en haut à droite sur donner mon avis client, 5, laisser mon avis client. Il faut vraiment ou que je vous aime beaucoup ou que j'ai du temps pour que je passe ces 5 étapes. Et en fait, il y a des méthodes pour pouvoir envoyer directement la personne sur la fiche Google, avec une incitation à laisser un 5 étoiles si au préalable on lui a demandé si elle était ravie. Et pour ça, il faut créer un lien avec votre Place ID. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Place ID? Ouais. Donc il faut créer vous tapez Place ID, c'est complètement gratuit. Vous tapez Place ID sur Google. Ensuite, vous allez avoir une barre de recherche. Vous pouvez mettre le nom de votre établissement. Et là, vous allez avoir votre Place ID, c'est un ensemble de chiffres et lettres avec des majuscules et des minuscules. Et ensuite, ce Place ID-là, il faut le copier-coller à un URL que j'ai oublié le détail, mais je le donnerai. Ça se fait une seule fois, on ne fait qu'une seule fois. On ne peut pas laisser plusieurs avis. Moi, si je viens chez vous, je peux laisser un seul avis, pas plus. Et du coup, ce lien-là, où en fait, on le rend QR code pour que la personne le scanne directement et arrive sur ma fiche pour me laisser un 5 étoiles, et on s'est rendu compte que ça marchait très bien comme ça, on la met dans un support NFC. Vous savez ce que c'est que le NFC ou pas? Ce qui permet le paiement sans contact. On la met sur un support NFC, et comme ça, la personne, nous on a fait ce qu'on a appelé des totems magiques, donc le nom est pas terrible, mais en fait c'est des petites bornes mobiles sur lesquelles on a mis une puce NFC, et en fait on forme le staff, et le staff va à la fin de l'expérience demander comment ça s'est passé. Quand le client dit non, c'était pas terrible, j'ai trop attendu, on s'excuse, on fait un geste commercial. Quand le client dit qu'il a apprécié, on lui sort le totem magique. Et là, il y a un petit côté waouh où le serveur va demander un avis client. Le client n'a plus qu'à poser son téléphone sur la borne mobile et sur son écran, il y a une page web qui s'affiche directement avec ce qui renvoie directement sur l'ID du restaurant. Et on n'a plus que les 5 étoiles sur lesquelles il faut cliquer. Donc des 5 étapes, on est réduit à 1 ou 2 étapes, et ça permet vraiment de solliciter beaucoup d'avis et de faire un petit filtre humain pour avoir les avis positifs, parce que comme tu as bien dit Charles-Antoine, en général, il n'y a que les mécontents qui pensent à prendre le micro et à laisser un avis client sur Internet. Donc c'est important de contrebalancer un petit peu, d'autant plus que le digital, presque tout le monde s'y met, et donc les efforts nécessaires pour step up et rivaliser avec la concurrence qui est de plus en plus active dessus sont plus complexes. Donc autant au début, moi quand j'ai commencé Malou, l'objectif c'était de dépasser le 4 sur 5, parce qu'à 3, quelque chose on convertissait pas trop. Là maintenant on est plutôt sur objectif 4.2, 4.5, parce que tout le monde travaille sa e-réputation. Eh bien dis donc, c'est détaillé. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a plein de générateurs de QR code gratuits sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez générateur de QR code, ça vous prend 40 secondes grand maximum et vous générez un QR code, vous mettez ce que vous voulez. Une carte de visite, une adresse, une URL, ce que vous voulez dans un QR code. C'est super facile. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple, ça s'imprime, vous en avez pour 10 minutes de travail. Julien, on revient à toi sur ta partie, sur les chiffres, puisque toi, tu es plus sur la partie réseaux sociaux forcément. Tu as des contenus, du hashtag, tu as du contenu plus long, tu es plus dans la phase d'inspiration en fait. Je te dirais qu'on est partout, et je crois qu'on va le revoir un peu un peu plus tard dans la présentation, mais effectivement les réseaux sociaux sont maintenant utilisés à chaque étape du voyage. Pour donner quelques chiffres, et je rejoins Charles-Antoine sur le fait qu'on voit que la demande pour le voyage est revenue à des niveaux qui sont supérieurs à ceux de 2019, et on s'en félicite. On voit aussi énormément sur les plateformes d'activités liées au voyage. On a les 3/4 des utilisateurs, que ce soit de Facebook ou d'Instagram, qui ont des activités sur les plateformes relatives à un voyage. Le voyage, c'est dans le top 3 des intérêts sur Instagram. Donc on voit qu'il y a énormément de contenu, de recherche et d'activités liées à ça. Et tu l'as dit, c'est évidemment très important sur la phase d'inspiration, de recherche, de découverte. Mais on le voit aussi, Malou l'a dit, aussi dans la phase de recherche, où de plus en plus les gens vont chercher des hôtels, des restaurants sur Instagram pour avoir un contenu un peu plus inspirationnel, un peu plus craft, un peu plus personnel aussi, avec des personnes qui vont communiquer sur ces endroits-là. Donc voilà, on voit qu'on va être présent tout au long du funnel. Et avec du contenu institutionnel de l'entreprise, mais aussi des internautes.
qu'on trouve facilement sur le hashtag. Bien sûr, l'intérêt évidemment des réseaux sociaux, c'est le social et c'est tout ce que chacun va pouvoir apporter comme contenu, que ce soit des individus comme vous et moi, ou que ce soit même des créateurs ou des influenceurs. Parmi vous, qui a créé un hashtag pour son établissement et le communique régulièrement dans sa communication, sur ses pages réseaux sociaux, etc. C'est bien. Ça évite d'avoir plusieurs hashtags qui parlent de soi et d'avoir le même et que ça soit facile à trouver. Juste, les hashtags, il faut en mettre plus que un sur ces publications. Oui, mais qu'il y en ait au moins un qui identifie l'établissement. Qui soit... Julien, toujours. Donc communiquer, c'est important, mais pourquoi ? Alors, il y a plein de bonnes raisons pour communiquer. Si je devrais en citer qu'une seule, ça reste quand même la découverte. Sur nos plateformes, on voit qu'il y a 90% des personnes qui déclarent découvrir des nouvelles marques, un nouvel hôtel, un nouveau restaurant qu'ils ne connaissaient pas sur nos plateformes et qui vont considérer pour un séjour ou pour un dîner. Et donc ça, c'est très important parce que, bien sûr, c'est important d'être présent pour les personnes qui sont des intentionnistes voyage, qui vont vous chercher. Bien sûr, il faut répondre à cette demande. Mais c'est encore plus important d'être présent en phase de découverte et de se montrer à des personnes qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne vous cherchent pas forcément, mais pour qui vous allez être pertinent. Donc ça, c'est bien sûr le jeu des recommandations personnalisées et ciblées qu'on peut faire sur nos plateformes. Mais voilà, je mettrai l'accent sur cette phase de découverte, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne vous connaissent pas, mais qui peuvent être intéressés par votre offre, que de gens qui vous connaissent et qui vous cherchent. Est-ce que tu veux parler de cette partie-là maintenant ou... Un peu après. On l'a un peu petit peu spoilé en le mettant là, mais ça on l'a mis tout de suite en fait. Merci. Donc, j'ai parlé un petit peu de la phase d'inspiration tout à l'heure. Donc, dans la phase d'inspiration, c'est celle dans laquelle on considère où est-ce que je vais aller. On commence à dégrossir de la carte du monde entier. On commence à réduire petit à petit le spectre de l'endroit où on va aller, du type de séjour, du type de choses qu'on veut faire. La phase de qualification, la phase d'achat, l'avant-séjour, le pendant le séjour, le post-séjour. On en a un petit peu parlé sans le résumer. Charlotte, comment dire ? Quels sont les leviers que tu peux recommander pour chacune de ces phases de séjour ? Charles, Antoine. Alors, je vais faire un espèce de speech peut-être un peu long. Vous m'arrêtez si je deviens pénible. Je pense que le problème, c'est que aujourd'hui, comme j'expliquais, les gens passent 77% du temps, entre guillemets, considéré comme voyage ou préparation, voyage, sur la phase de préparation. Donc, comme le disait Julien, la partie inspiration, la partie réduction du spectre, sélection du lieu, etc., est extrêmement clé. Donc là, je reviens sur n'oubliez pas les basiques. Donc les basiques, c'est Google Business Malin, c'est les free booking links pour l'hôtellerie et compagnie. Là où c'est également important, c'est que les gens dans cette phase d'inspiration sont de plus en plus visuels. Et le fait d'être de plus en plus visuel a fait que nous, Google, on a fait évoluer nos produits. On avait avant, vous tapiez un mot qui pouvait être hôtel pas cher ou qui pouvait être restaurant à côté de moi, et vous aviez le lien cliquable. Comme vous l'avez pu le voir sur la présentation de Louisa, on a enrichi tout ça avec des images, des visuels, et c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que dans cette phase d'inspiration et de qualification, il est important que vous travailliez bien votre marque et vos visuels. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des études de notre côté avec des third parties, des partenaires, où on voit qu'en fait, le média, c'est génial. Mais en fait, si votre marque et votre créa, au départ, n'est pas de qualité, en fait, c'est comme si vous effaciez 2/3 de l'investissement que vous allez faire sur la partie média. C'est-à-dire que le ROI provient 2/3 de la marque et des assets créatifs que vous avez développés. Donc, moi, je représente une plateforme qu'on pourrait qualifier plutôt de média. Mais comme je suis un ancien d'agence créa, je vous rappelle juste, une bonne communication, c'est d'abord une bonne marque et une bonne communication autour de la marque d'un point de vue visuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, le deuxième point où je vous retrouve, c'est que
la notion de levier, elle est compliquée aujourd'hui parce que le digital est effectivement un peu partout dans la qualification, dans l'inspiration, la qualification. Et l'ennui, c'est que vous allez avoir un nombre de signaux pour pouvoir savoir si est-ce que je m'adresse à cette personne, est-ce qu'elle est située en haut du funnel, au milieu du funnel de conversion, en bas du funnel de conversion. Le nombre de data qui est derrière est monstrueux. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, et je pense que Julien en parlera également, on considère qu'en ce moment, il y a un enjeu assez fort qui est autour de tout ce qui est intelligence artificielle. Pour nous, il y a eu 3 ruptures importantes. Je ne parle pas de la révolution industrielle, mais on va dire plus récente. Mais il y a eu effectivement, l'arrivée d'Internet. Je pense que là, personne ne challengera. La deuxième révolution, c'est l'arrivée du mobile, c'est-à-dire avoir Internet dans sa main. Et là, pour beaucoup de business locaux, c'est quand même assez clé. La troisième révolution pour nous, elle est aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que justement, humainement, on n'est plus aujourd'hui capable, vu les volumes qu'on doit gérer, de data, de pouvoir y répondre manuellement. Donc il faut qu'en fait, entre guillemets, on délègue ça à l'intelligence artificielle qui va pouvoir vous permettre, vous, en tant qu'hôtelier, en tant que restaurateur ou autre, de vous concentrer sur votre métier et de laisser, entre guillemets, les outils qui sont powered by AI, comme on aime le dire. Je suis désolé, je travaille pour une boîte américaine. Ça va vous permettre, en fait, vous, d'être sur votre job. Et là, par exemple, un des points importants, c'est que tout ça va vous permettre, en fait, de regarder votre communication, non pas par levier, mais par objectif marketing. Est-ce que je veux capturer quelqu'un qui est dans une phase d'inspiration ? Est-ce que je veux capturer quelqu'un qui est dans une phase de considération ? Est-ce que je veux capturer quelqu'un qui est en bas du funnel et en gros qui est prêt à acheter ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit le moteur de recherche Google, qui est plus visuel, mais qui est aussi avec beaucoup de ce qu'on appelle automation et donc d'intelligence artificielle derrière, aujourd'hui, vous allez programmer des campagnes qui vont vous permettre en fait de pouvoir capturer les gens à peu près partout dans le funnel, que ce soit parce qu'ils sont en train de rechercher, ce qu'expliquait Louisa tout à l'heure, un hôtel à Paris ou un hôtel à Aix-en-Provence, ou alors parce qu'ils cherchent effectivement l'Ibis Hotel de Roissy pour pouvoir y aller, donc que ce soit générique ou les marques. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, et c'est pour ça que nous aussi, on a fait évoluer nos produits, c'est que comme on considère qu'il ne faut plus regarder les sujets par levier, mais par objectif marketing, toutes nos plateformes ont évolué. C'est-à-dire que YouTube, qui est aujourd'hui sur la partie visuelle est une property de Google, une des 8 properties à plus d'1 milliard d'utilisateurs. En fait, aujourd'hui, nos partenaires, on les travaille sur YouTube, pas uniquement sur la phase d'inspiration, mais sur l'ensemble de la phase, c'est-à-dire l'inspiration, la considération et la conversion. Et les exemples sont assez notables, c'est-à-dire que les gros acteurs que citait Louisa, par exemple Booking, aujourd'hui utilisent YouTube dans une logique de full funnel, donc vraiment de l'awareness jusqu'à la conversion, où ils utilisent les différents formats de manière automatisée pour pouvoir justement capturer les gens en haut de funnel et les emmener jusqu'en bas du funnel pour pouvoir ensuite les convertir. Alors le chiffre, le résultat paraît pas énorme, hein. On parle d'un taux de trafic qui a augmenté de 6% quand même sur Booking. Bon, après, je pense que si vous avez en tête le volume de trafic de Booking, 6%, c'est énorme. Et donc, il faut l'avoir en tête. Donc, si je donne en revanche un autre acteur où on a vu des choses évoluer pareil, c'est qu'en travaillant bien leur communication sur YouTube, que ce soit la partie créa, parce que je rappelle, c'est la partie très très importante, et la partie média avec la partie intelligence artificielle et une vision complète du funnel. On a également Vueling qui aujourd'hui a vu en fait toutes les recherches autour de la marque Vueling exploser de 190% lorsqu'ils font des campagnes full funnel YouTube. Donc ça, c'est important. Maintenant, vous allez me dire oui, mais alors YouTube, c'est super, mais ça coûte un peu cher. On est des petits acteurs. Et je vous dirais, vous avez certainement raison. Mais à côté de ça, il y a des outils qu'on a sortis et développés et très récemment qui ont été notamment annoncés à l'ITB à Berlin la semaine dernière. Qui est en fait une approche simplifiée pour les hôteliers. Alors je suis désolé, pour les restaurateurs, je parle aux hôteliers, mais qui est en fait une logique de dire vous allez pouvoir, via un produit qu'on appelle Performance Max for Travel, qui aurait pu s'appeler Performance Max for Hotel, pour être précis, qui est en fait de dire je vais programmer une campagne en donnant un objectif qui est plutôt milieu bas de funnel, donc un objectif marketing de conversion. Et là, pour le coup, en ayant setupé cette campagne, vous allez pouvoir activer l'ensemble, enfin pas l'ensemble, plusieurs des leviers Google pour pouvoir
communiquer de manière performante auprès de vos potentiels clients. Ça veut dire que vous allez être présent sur le search, vous allez être présent sur Maps, vous allez être présent sur YouTube avec des sujets de création automatisée qui existent, donc vous n'avez même pas besoin de vous embêter trop là-dessus. Mais à terme et au deuxième semestre de cette année, vous aurez également la présence sur Hotel Ads, qui en fait, Hotel Ads est, pour les hôteliers qui connaissent, vraiment un outil dédié à l'hôtellerie sur Google. Donc voilà, donc si je reprends, en fait, je pense qu'aujourd'hui, et je résumerai peut-être à la fin, mais je pense qu'il faut être, pour une communication performante, il faut que vos basiques soient là. Donc c'est Google Business Profile, c'est les free booking links. Tout ça, c'est gratuit, mais il faut le faire. Et après, pour aller plus loin, je pense qu'il faut, pour une communication performante, garder en tête que votre marque est importante et qu'il faut la travailler, que votre communication est importante, il faut la travailler parce qu'en fait, ta partie ROI va être autour de ça, et que le média, je vais être un peu direct, aujourd'hui, on travaille avec nous de l'intelligence artificielle et plutôt, dites-nous ce que vous voulez faire, et on mettra les outils en face de manière automatisée et grâce à l'intelligence artificielle pour capturer les signaux des clients qui vous intéressent et les convertir. C'était complet, merci. Un peu long peut-être. Non, mais bon, le sujet mérite d'être expliqué en long, en large et en travers, parce que effectivement ça se fait. Mais c'est vrai aussi que l'hôtellerie est sur Internet depuis plus de 20 ans. La restauration est seulement en train d'y rentrer, donc puis ils n'ont pas la même structure de coût, donc c'est plus compliqué pour la restauration. L'hôtellerie, on a plus de personnel aussi. On a maintenant une personne dédiée à cette partie-là. La restauration, on en est loin encore, en général. Donc, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Oui, ouais, mais du coup, sur la restauration, vous n'êtes pas obligé de payer des agences ou de débloquer plusieurs milliers d'euros par mois pour avoir des résultats. Il y a pas mal de choses qui sont gratuites et qui fonctionnent. Donc, bien compléter son Google Business Profile, bien créer son compte Instagram. Aujourd'hui, c'est pour des clients, toucher des clients même moins de 50 ans. En réalité, maintenant, c'est important d'avoir au moins une jolie vitrine sur Instagram. Après, il y a, selon le temps qu'on a, il faut l'alimenter. Et peut-être juste un petit conseil. Je ne sais pas si tout le monde connaît Google Maps dans la salle. Est-ce que tout le monde connaît la Maps Instagram ? Non. En fait, Instagram, corrige-moi si je me trompe, est en train d'investir pas mal sur la Maps. Et la Maps, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les recherches locales par besoin. Quand on veut un restaurant ou un hôtel, on ne cherche pas une paire de chaussures qui peut arriver de n'importe où dans le monde. On veut un établissement dans une zone géographique spécifique. Et donc, on va beaucoup regarder sur Google Maps aujourd'hui, et on voit qui apparaît autour de nous et qui a des bonnes notes. Et de plus en plus, pour toucher des clients plus jeunes, ils vont regarder sur la Maps Instagram, qui n'existait pas avant. Et donc, si vous ouvrez votre application Instagram, que vous cliquez sur le bouton en bas où on peut découvrir des contenus qu'on nous pousse, en haut à droite, il y a un petit logo de Maps avec une petite épingle dessus. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a tous les lieux qui sont à proximité de nous et qui ont des Instagram actifs. Donc ça coûte 0 et c'est super important quand on fait une publication sur Instagram de bien mettre la localisation. Donc, et pour mettre la localisation Instagram, il faut avoir une bonne fiche établissement Facebook parce que c'est lié, et donc avoir la bonne adresse, le bon nom, les bons horaires, tout correct, et également la bonne adresse sur Facebook pour avoir une chance d'apparaître sur la Maps Instagram. Et ça coûte 0. Merci Louisa. Julien, c'est plus grand chose à ajouter maintenant. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un produit qui va se développer, qui a beaucoup d'avenir parce que on a plus de recherches sur nos plateformes et on a envie d'avoir des contenus qui sont un peu moins polissés, un peu moins standardisés, un peu plus riches et un peu plus interactifs comme on peut avoir sur Instagram. Et qui correspondent aux gens. Qui correspondent aux gens, à vos amis qui vont interagir sur vos pages et que vous allez pouvoir retrouver à travers ça. Donc sur ces phases d'inspiration, de considération, etc., en quoi vous aidez les entreprises chez Meta ? Parce que vous avez plein de produits. Donc, Alors sur la phase d'inspiration et de découverte, moi je mettrais l'accent sur la vidéo. On a aujourd'hui plus de 50% du temps passé sur Facebook et sur Instagram qui est sur des vidéos. Et je mettrais l'accent en particulier sur 2 types de vidéos. Le premier, c'est les Reels. Donc, c'est des vidéos courtes que vous allez retrouver sur l'onglet Reels sur Facebook et sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est 140 milliards de Reels qui sont joués chaque jour. Donc, ça fait environ plus de 40 Reels par personne et par jour. Donc, c'est énorme.
Et ce qui fait le succès de ces vidéos Reels, c'est au-delà de la durée, c'est le fait qu'elles sont entertaining, je ne sais pas comment dire, enfin distrayantes, amusantes. Deux, qu'elles sont authentiques. C'est des contenus qui sont faits par des personnes comme vous et moi. Et trois, auxquels on peut s'identifier. Ça met souvent en scène des situations auxquelles on va s'identifier et qu'on va connaître. Donc pour donner un exemple, et donc ça c'est très important pour chaque individu, mais c'est aussi important pour les marques, et on voit que c'est un terrain que les marques investissent de plus en plus. Donc pour donner un exemple, c'est un travail qu'on a fait avec Accor, la marque Ibis Budget et l'agence The Source, sur lequel en 2-3 semaines de A à Z, on a produit ce contenu qu'ils ont utilisé dans une campagne actuelle qui joue actuellement, et sur lequel on voit déjà 15% de coûts par achat en moins avec ce type de contenu par rapport à des contenus habituels. Je vais essayer de vous le jouer. Non, ça ne va pas jouer. Je réessaye. Tu veux lancer la vidéo? Ouais. Vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Il me faut un truc pas cher, Ici. facile d'accès parce que j'enchaîne les déplacements. Je suis là. Et en même temps, j'ai envie de continuer à faire mon sport. Ah mais Ibis Budget. On est fait pour s'entendre. Ah, on est mieux là, direct. Voilà, et je pense que la bonne nouvelle aussi pour vous, et quand on est un restaurateur ou un hôtelier, c'est que on voudrait tous faire des super productions hollywoodiennes, mais là je vous dis, il faut faire de la vidéo, c'est important, mais la vidéo, voilà, c'est des moyens de production, ça a des coûts, mais sur ce type de vidéo, on arrive sur des productions qui sont plus agiles, qui sont plus courtes, qui sont moins coûteuses et qui ont, on le voit, un impact qui est important. Et puis pour faire le lien avec ça, un deuxième aspect important sur la vidéo, c'est les créateurs, donc qu'on peut appeler influenceurs aussi. On voit aussi que c'est une attente très importante sur les consommateurs des médias sociaux. On a 71% des utilisateurs d'Instagram qui viennent sur Instagram pour suivre des créateurs, des influenceurs. On a aujourd'hui 13 fois plus de temps passé sur des contenus créateurs sur nos plateformes que sur des vidéos de marque. Et ce qu'on voit aussi, surtout pour le voyage, c'est que 84% des gens vont faire confiance aux recommandations des créateurs, des influenceurs dans leur phase de réservation. Du coup, il n'y a pas de surprise que les marques investissent de plus en plus les créateurs pour leur communication. Et on voit que ça performe aussi en moyenne. Une campagne qui va inclure des contenus créateurs aura un coût par achat 19% plus bas qu'une campagne qui en inclut pas. Et donc voilà, il y a bien sûr un lien très fort entre les Reels et les créateurs, parce que les Reels vont être, les créateurs vont être les personnes qui maîtrisent le mieux les codes des Reels et qui vont pouvoir produire des Reels qui on va dire, qui parlent le langage des Reels. Et ça, c'est très important parce que là aussi, on voit que il y a une attente forte de 80% des consommateurs d'avoir des communications de marque un peu moins polissées, un peu moins parfaites et plus authentiques. Et c'est ça qu'on retrouve dans les Reels. Et là aussi, il y a une efficacité publicitaire forte. En moyenne, il y a un coût par achat 50% plus bas pour un Reels qui parlerait le langage des Reels. Donc, comme on l'a vu là, plus authentique, plus identifiable. Par rapport à un Reels qui serait une vidéo plus classique. Je pense que tu avais un deuxième exemple à montrer. Non, tu veux le montrer ou... Alors, je ne l'ai pas là, mais en fait, okay, c'était je vais le citer, mais c'était un exemple d'un travail qu'on a fait avec The Fork, où on a travaillé avec une agence et des créateurs et qui ont produit des contenus créateurs qui mettaient un peu en scène l'utilisation de l'application The Fork dans la recherche de restaurants. Et là aussi, on a vu une performance bien meilleure sur la campagne qui incluait ces contenus-là que celle qui n'incluait pas. Pour tout type de restauration? Pour tout type de restauration. Ok, merci. Il me semble que tu avais des petites choses à... Ouais, là on était sur la partie donc plutôt considération, aspiration, haut de funnel. Sur le bas de funnel, je mettrai donc sur la conversion, je mettrai en avant deux choses qui sont importantes. La première, c'est les signaux. Sur une campagne de conversion, c'est évidemment très important de pouvoir capitaliser sur une intention de voyage. Et donc ça, on sait que aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens sont de plus en plus soucieux de l'utilisation de leurs données personnelles, et c'est normal. On a des régulations comme la RGPD qui vont imposer
recueillir un consentement beaucoup plus clair de l'utilisateur sur l'utilisation de ces données, et c'est normal. Et puis on a aussi des navigateurs qui vont faire le choix de limiter l'utilisation des cookies third party, des cookies tiers, même finalement pour les utilisateurs qui auraient fait le choix d'accepter les cookies. Donc voilà. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a moins de signaux, et donc moins de signaux d'intention, et sur des plateformes comme les nôtres, moins de signaux d'intention, ça veut dire moins de performance. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver des signaux? La première chose, c'est tout en restant conforme à la RGPD. La première chose, nous on conseillera la mise en place de Conversion API, CAPI, qui est en gros une connexion serveur-to-serveur qui va permettre de transmettre directement les signaux de navigation de votre site au serveur de Meta sans passer par l'intermédiaire des cookies tiers. Donc ça permet de s'affranchir des limitations des navigateurs, uniquement bien sûr pour les gens qui ont donné leur consentement aux cookies. Et donc en pratique, la conséquence de ça, c'est quoi? Si on a un exemple avec Club Med, voilà, bon, je montre la vidéo, mais qui a mis en place ça et qui a fait un A/B test après sur ses campagnes avec ou sans Conversion API, et on a pu voir qu'il y avait un CPA 26% plus bas dans la campagne qui utilisait les signaux avec Conversion API que ceux qui ne l'utilisaient pas. Voilà, donc là, on voit ici l'importance des signaux. Et la deuxième chose pour pallier un peu à cette disparition des signaux, c'est, comme l'a dit Charles-Antoine, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation pour extrapoler, modéliser. Voilà, on aura moins de signaux, mais grâce à l'intelligence artificielle, on va réussir à comprendre mieux les intentions de l'internaute. Et donc ça aussi, c'est un gage d'efficacité dans les campagnes. Donc 2 exemples là-dessus. Un autre exemple avec Club Med qui a utilisé la solution Travel Ads qui permet de détecter l'intention d'un voyageur pour une destination en particulier et de matcher avec le catalogue de resort de l'annonceur, et donc de montrer à quelqu'un qui s'est intéressé à Val d'Isère voilà, le resort Club Med de Val d'Isère, et donc du coup d'avoir évidemment une proposition beaucoup plus personnalisée tout en étant automatisé et étant scalable. Et là aussi, on voit un fort impact sur la performance, 58% de coûts par conversion en moins par rapport à des solutions traditionnelles. Et l'autre exemple de solution de ce type-là, c'est ce qu'on appelle, alors désolé pour le nom, Advantage Plus Shopping Campaign. Mais en gros, c'est une solution qui là aussi un peu... Charles-Antoine parlait de performance max, c'est un peu l'idée, c'est de mettre de plus en plus d'automatisation, de laisser de plus en plus la main à l'intelligence artificielle pour trouver les bonnes cibles pour vous, parce que finalement, on se rend compte que des choses qu'on pourra faire à la main, de se dire, moi, il faut que je cible les gens qui aiment le golf et le vin de Bordeaux, je suis sûr que c'est ça mon cœur de cible. Finalement, l'intelligence artificielle, elle aura ces informations-là et elle va trouver mieux que l'humain qui sont les bonnes cibles pour vous. Et donc là aussi, on voit que c'est un gage de performance avec 27% de coûts en moins sur ces campagnes par rapport aux campagnes traditionnelles. Et voilà, moi je ne veux pas faire peur à tout le monde avec l'intelligence artificielle. Au contraire, ces choses-là, l'optimisation des campagnes, finalement, c'est pas le plus excitant dans votre métier. Ça va laisser plus de temps à vous et aux humains de travailler sur la créa. Et je rejoins Charles-Antoine sur l'importance de la créa, sur votre stratégie, sur le service aux clients, qui sont vraiment votre plus-value, plus qu'aller faire de la micro-optimisation de campagne à la main, quoi. Merci. L'intelligence artificielle, oui, c'est juste un outil. Enfin, c'est un outil formidable, mais c'est un outil. Ce n'est pas un but en soi, c'est un outil. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec tous les termes qu'on utilise? Je sais qu'hier sur une table ronde, on a dû expliquer un petit peu les cookies tiers, les gens n'ont pas forcément fait la différence. S'il y a besoin, on a 3 experts qui sont capables de vous expliquer ça en long, en large et en travers. N'hésitez pas, surtout. Je ne sais même plus où on en était, tiens. Donc cette approche, oui, on a parlé d'approche par objectif. Entre la recherche, le YouTube, la performance, ça c'était tout ce qui se passait chez Google, qui est dans ce sens-là. Comment on fait pour utiliser les outils qu'utilisent les clients? Les clients maintenant, ils ont quasiment tous WhatsApp. Tous les gens que je connais utilisent WhatsApp, et dès qu'on est à l'étranger, on se parle en WhatsApp de toute façon. Au niveau des professionnels dans la salle, qui a un WhatsApp professionnel? Parce qu'on a un WhatsApp perso, mais pro, il n'y en a pas forcément beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent sur le pro.
Pourtant, le pro permet de faire des choses un peu mieux, je pense. Hein. Et Je- petite question, qui a mis Google Messagerie sur sa fiche Google Business Profile? Personne, ok. Bon. Désolé. Nos restos le mettent, t'inquiète. C'est pas grave. Comment on fait? C'est des setups qui sont assez simples dans la fiche. Voilà, je caricature, mais ma grand-mère peut le faire. Ok. C'est facile, et juste peut-être pour compléter, parce que je pense que c'est assez lié aux enjeux de WhatsApp. Aujourd'hui, sur les fiches Google, si on met bien son Google Message on, mais en fait, les clients ont un petit bouton qui ressemble un peu à Messenger où ils peuvent discuter. Et nous, on l'a mis sur nos restos, et on se rend compte, en fait, dans les messages privés, c'est des clients qui sont, vous direz, en toute fin de funnel, qui sont prêts à venir. Donc, c'est des questions type on est 8, on a une poussette, est-ce qu'on peut avoir une table? Et donc, c'est important de le mettre parce que là, aujourd'hui, les clients, quand ils sont prêts à venir consommer et qu'ils veulent avoir leur réponse, ou ils sont très jeunes, ils vont sur Instagram et taux de réponse, ça dépend, ou ils prennent le téléphone, ils appellent. Et quand on est proche du rush du service, c'est dur d'être toujours répondre au téléphone. Ou on reçoit la messagerie, le message Google qui arrive un peu comme un SMS ou WhatsApp. Et là, en fait, on a une table de 8 qu'on ne loupe pas et donc sur laquelle on peut travailler. Merci. Julien, je pense que sur cette partie messagerie, disons, outils de communication de manière plus globale, puisqu'il y en a plein, il y a Insta, il y a tout ça, je pense que tu as aussi plein de choses à dire, à expliquer, à donner des conseils aux gens pour que ça marche bien. Oui, alors effectivement, enfin, on voit une explosion de l'utilisation des messageries, que ce soit WhatsApp ou Messenger. On a aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde. On a 150 milliards de messages par jour. Et donc ça, c'est évidemment pour votre usage personnel, avec vos amis, avec vos proches. Mais c'est aussi de plus en plus pour un usage professionnel. On a aujourd'hui 1 milliard de messages par semaine qui sont envoyés à des entreprises. Donc voilà, ça devient vraiment de plus en plus un canal de communication professionnelle, et on voit que 75% des gens préfèrent communiquer à des entreprises, à des hôtels, à des restaurants par messagerie que par téléphone parce qu'il y a le temps, pas que par mail parce qu'on n'est vraiment pas toujours sûr d'avoir une réponse ou de ne pas parler à un no reply. Donc voilà, et puis tout le monde est en attente évidemment d'une communication rapide, simple et personnalisée avec les outils que vous utilisez tous les jours. Donc on voit une utilisation grandissante, je dirais pour 4 usages. Et si on reprend un peu le funnel dont parlait Guilain, ça va être un peu à chaque étape du parcours. En amont, on peut envoyer des communications marketing par WhatsApp aux personnes qui ont souhaité en recevoir. Donc pour envoyer par exemple une alerte prix sur des promotions. Donc on voit Voyage Pirate par exemple qui fait pas mal ça sur WhatsApp. 2, pour répondre à des questions, donc plus en phase de qualification, de comprendre un peu plus d'informations sur votre produit, votre hôtel, votre restaurant, qu'est-ce que vous offrez. 3, en phase de commerce, ça c'est quelque chose qu'on va énormément se développer, c'est le fait et comme tu le disais, des gens qui sont assez intentionnistes et qui vont vouloir, après avoir posé leurs questions, vouloir réserver, vouloir acheter. Et ça, on le voit de plus en plus. Et que ce soit pour une réservation d'hôtel ou de restaurant, mais que ce soit aussi après pour l'achat de produits additionnels, donc cross-sell, upsell. Une fois qu'on a, par exemple, réservé son hôtel, reçu sa confirmation de réservation sur WhatsApp, ça va ouvrir une conversation entre l'hôtelier et le client, et on va vouloir proposer un surclassement, un service additionnel, une excursion, un transport. On va pouvoir même peut-être commander du room service depuis sa chambre sur WhatsApp. Donc il y a énormément de cas d'usage qui interviennent. Et puis pour finir de descendre le funnel, on va l'avoir aussi sur des choses un peu plus utilitaires, recevoir votre confirmation de réservation ou recevoir des informations sur votre arrivée, et puis sur de la fidélisation, sur de la satisfaction client, et voire même de la gestion de réclamation, mais ça permet aussi de jouer sur la satisfaction client en étant présent dans les bons et les mauvais moments. Si je vous montre 2 exemples de ça. Ah, pardon. Donc c'est l'utilisation de WhatsApp par Air France qui est devenu maintenant le premier canal ou le 2e canal en fonction des marchés de communication entre Air France et ses clients, avec plus d'1 million de notifications WhatsApp par an. Et ce qui est intéressant, donc il y a pas mal de services qui sont offerts, que ce soit poser des questions sur sa réservation, son bagage,
sur son solde de miles Flying Blue, là aussi pour proposer des services additionnels, des surclassements, des repas spéciaux, des bagages additionnels. Et on voit qu'en moyenne, c'est 2 fois plus rapide pour traiter un cas client à travers le canal WhatsApp que sur un canal traditionnel. Donc, la conséquence de ça, c'est un traitement plus rapide pour l'opérateur de voyage, et aussi une satisfaction supplémentaire. Donc voilà, sur cet exemplaire France, qu'ils ont augmenté de 15 points le NPS, donc le Net Promoter Score, avec l'utilisation ici de Messenger par rapport à la façon qu'ils avaient avant de gérer les demandes clients. Donc il commence par un robot au départ. La première approche, c'est un robot qui commence à répondre, qui commence à qualifier la demande. Enfin, alors je dirais, il faut les deux. La conversation. Ce qu'on recommandera, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir, parce qu'évidemment, vous allez dire, mais il faut répondre à des dizaines, à des centaines, à des milliers de clients. Donc d'avoir une partie d'automatisation qui va pouvoir répondre très rapidement aux questions simples, et d'avoir la possibilité, quand la question devient un peu plus compliquée, que le robot ne comprend pas ou que le menu qu'on propose ne répond pas à la question, de pouvoir basculer sur un agent qui va pouvoir prendre en main la question. Mais effectivement, le succès, le facteur de succès là-dessus, c'est d'avoir les deux. Et dans le cas d'Air France, grosso modo, il me semble qu'on avait en moyenne 25% des conversations qui allaient être assistées à un moment donné par... 50% des conversations qui allaient être assistées à un moment donné par le robot, et 25% qui étaient traitées en autonomie par le robot. Donc voilà, c'est vraiment l'alliance des deux qui, comme pour tout d'ailleurs, de l'humain et de l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir le meilleur service client. C'est peut-être le temps de bascule qui est un peu long encore, ils sont en train de se mettre en place. Oui, alors après, au minimum sur toutes les premières interactions, on aura une réponse rapide grâce à l'automatisation. Et après, quand il y aura un peu plus de temps, je crois que les dernières stats d'Air France, c'est qu'ils avaient des premières réponses en moyenne au bout de 4 minutes. Et que le temps de clôture de tous les dossiers, c'était 20 heures. Donc c'est quand même pas si mal, parce qu'il y a beaucoup de dossiers complexes, de demandes complexes, en moins de 24 heures d'avoir complètement résolu le problème du client. Merci. On a déjà atteint presque la fin. On n'a pas le temps pour des questions-réponses. Par contre, non, on n'a vraiment pas le temps, je suis désolé. Par contre, il y a une question quand même que j'avais prévue depuis longtemps. C'est que moi, j'entends plein d'hôteliers qui me disent « Oui, sur ma fiche Google, c'est pas mes photos. À chaque fois, il y a une vieille photo qui revient. À chaque fois, il y a une photo d'OTA, une photo d'un vieux système de gestion de contenu. Comment je fais ?» Donc, je pose la question aux spécialistes de Google. Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Mais je sais que Louisa a aussi plein de choses à dire là-dessus. Oui, on entend ces commentaires-là. Je pense que le premier point, et Louisa l'a souligné et pourra peut-être le réappuyer après, votre fiche, il faut déjà en être propriétaire, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent l'être mais qui ne le sont pas. 2, il faut la renseigner, l'informer, la nourrir avec des informations sur les services que vous offrez, sur mettre à jour les photos de votre établissement. Et en fait, c'est un peu comme notre moteur de recherche, c'est-à-dire que plus les gens vont s'intéresser à un contenu dans votre fiche Google Business Profile, plus cette photo va remonter. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien, soit parce que vous allez avoir le temps et l'expertise dans vos équipes pour le faire, soit vous pouvez, je suis désolé, je fais des leads pour Louisa, soit aller voir Louisa pour en discuter avec elle. Je suis ton agent, je prends 10%. Ouais. Non, après, des méthodes qu'on a vues et que vous pouvez faire même sans Malou, c'est en fait de noyer les vieilles photos qui ne vous plaisent pas par des photos fraîches. Et pour que vos photos fraîches soient prises en compte, il faut que vous soyez crédible aux yeux de Google. Donc crédible, ça veut dire bien faire son travail sur sa fiche. Et une autre méthode, vous savez ce que sont les local guides ou pas ? Les local guides, c'est un peu les influenceurs de Google. C'est des gens qui prennent le temps de mettre beaucoup d'avis sur les établissements qu'ils testent, renseignent leurs avis avec des étoiles, du texte, de la photo. Et ces gens-là, en fait, ils sont très crédibles aux yeux de Google parce qu'ils alimentent toujours les fiches. Et du coup, si un local guide, par exemple, vous met un avis, son avis, il va avoir plus de poids que l'avis de quelqu'un qui met son premier avis sur votre fiche, parce qu'il est crédible aux yeux de Google. Et si un local guide, il vous met 4, 5, 6 photos sur votre fiche Google,
et ben, comme il est très crédible aux yeux de Google, peut-être plus que vous, si vous n'avez pas trop fait le travail sur votre fiche qu'il faut faire, les photos du local guide vont pouvoir noyer, grignoter, comme vous voulez, les vieilles photos qui vous déplaisent. Merci. C'est un peu la même chose sur TripAdvisor d'ailleurs. Celui qui a déposé ça sans avis est beaucoup plus crédible que celui qui a son premier avis. Ouais, toujours. C'est la même chose. Et aussi, autre chose sur les avis clients, si vous vous amusez à prendre votre fiche et que vous faites la somme de tous vos avis et que vous divisez par le nombre d'avis que vous avez, assez étonnamment, vous n'allez pas trouver la même moyenne que celle qui apparaît. Je ne sais pas si certains ont déjà fait l'exercice. Et en fait, ça, c'est comment on l'explique ? On l'explique parce que tous les avis n'ont pas la même valeur. L'avis d'un local guide, il vaut peut-être 10 fois, selon son niveau d'influence, celui de quelqu'un qui met des avis très peu. Un avis qui a 24 heures, il est plus frais qu'un avis qui a 3 ans, parce que logiquement, il est plus proche de la réalité, donc il va être plus crédité dans la moyenne. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important même de collecter des avis régulièrement. Jackpot si c'est un local guide à qui vous sollicitez, mais même si c'est un avis frais, ça va pouvoir vous permettre de noyer des vieilles notes du passé. Merci beaucoup. Bon, Avec là, on a plaisir. largement explosé le temps. Ouais. En 10 mots, est-ce que tu peux conclure 10, pas 11. 10 mots 10 mots. Je ne vais pas compter, mais si, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, je resterai juste à la sortie tout à l'heure. On est au stand de l'entrée, le D12. Et on fait, pour tous ceux qui nous le demandent, c'est complètement gratuit, des diagnostics pour voir ce qui va bien et ce qui ne va pas sur vos fiches établissements, sur toutes les plateformes, pas juste Google. Et ça vous permet à la fin, au bout d'une demi-heure de diagnostic, nous on l'automatise à moitié pour être honnête, mais à la fin d'une demi-heure de diagnostic avec l'expert, au moins vous avez des actions à mettre en place pour corriger et avoir un nouveau départ avec une présence cohérente en ligne. Docteur Malou. Oui, on peut, ouais, on ne l'a jamais faite celle-là, mais... Julien. Je vais jouer le jeu des 10 mots. Donc, utiliser la vidéo, capitaliser sur les signaux et l'automatisation et WhatsApper. Le compte Bien. est bon. Alors, moi, je vais pas tenir, je vous le dis. Non, moi, je vais juste 3 points et je vais revenir au thème de la table ronde qui était la communication performante. 3 points. Le premier, c'est pour une communication performante, déjà, il faut commencer par comprendre son utilisateur, son client et son potentiel client. Et pour ça, il y a des outils. Donc, je vous ai donné quelques chiffres, moi, qui viennent de nos études. Mais ces études, vous pouvez les retrouver partout. Et sinon, vous tapez Travel Insight ou Google Insight et Hotel Insight sur Google. Et vous allez avoir des outils qui sont dédiés aux hôteliers et aux gens du travel et qui sont nos data qui sont mis. Donc, en fait, c'est le Google Trends du travel. Donc, ça, c'est le premier point, comprendre votre utilisateur. Le deuxième point, c'est commencer par les basiques, c'est-à-dire votre fiche Google Business Profile qui doit être à jour, bien remplie, leverager pour les hôteliers, les liens gratuits pour les hoteliers, et c'est quelque chose qui est pareil assez facile. Et le troisième point, est pour moi simple pour la communication performante, c'est concentrez-vous sur votre métier et utilisez les outils automatisés qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour la partie média, pour être certain que en fait, vous faites votre job et que nous, on fait un peu le nôtre. Et donc, je vous invite à découvrir Performance Max for Travel, donc pour les hôteliers, qui est l'exemple le plus frais et le plus récent qui est dans cette optique-là. Donc voilà, donc comprendre son utilisateur, commencer par les basiques et pour aller plus loin, utiliser les outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. J'ai été enchanté d'être avec vous sur scène. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit. Les gens sont sur le salon, hein, donc vous n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez. Et bonne continuation. Je suis content de voir que maintenant c'est plein. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Bon salon, bonne journée. Merci.